Jeune fille de ma tribu. Fatma Ait Mansour Amrouche, l'auteur des lignes qu'on va lire, ne saurait être mieux présenté que par son propre fils, Jean Amrouche, qui la devança dans la mort. Il fut en quelque sorte le torrent précurseur de cette source vive où il puisait dès la plus tendre enfance, avec sa sœur Taos, le don de poésie qui ne le quitta plus. Toute poésie est avant tout une voix, et celle-ci plus particulièrement. Elle est un appel qui retentit longuement dans la nuit et qui entraîne peu à peu l'esprit vers une source cachée, en ce point du désert de l'âme, où ayant tout perdu, du même coup on a tout retrouvé. Mais avant que j'eusse distingué dans ces chants la voix d'un peuple d'ombre et de vivants, la voix d'une terre et d'un ciel, ils étaient pour moi le mode d'expression singulier, la langue personnelle de ma mère. Jean Amrouche n'est plus. Il a succombé dans la force de l'âge, au moment même où l'Algérie allait briser ses chaînes. Souvent, il parlait de sa mère, comme il parlait de l'Algérie, avec la même passion, la même gravité, dans les chants berbères de Kabylie. Je ne saurais pas dire le pouvoir d'ébranlement de sa voix, sa vertu d'incantation. Elle n'en a pas elle-même conscience, et ses chants ne sont pas pour elle des œuvres d'art, mais des instruments spirituels dont elle fait usage, comme d'un métier à tisser la laine, d'un mortier, d'un moulin à blé ou d'un berceau. C'est une voix blanche et presque sans timbre, infiniment fragile et proche de la brisure. Elle est un peu chevrotante et chaque jour plus incline vers le silence. Son tremblement s'accentue avec les années. Jamais rien n'éclate, pas le moindre accent, pas le moindre effort vers l'expression extérieure. En elle, tout est amorti et intériorisé. Elle chante à peine pour elle-même. Elle chante surtout pour endormir et raviver une douleur d'autant plus douce qu'elle est sans remède, intimement unie au rythme des gorgées de mort qu'elle aspire. C'est la voix de ma mère, me direz-vous, et est naturel que j'en sois obsédé et qu'elle éveille en moi des échos assoupis de mon enfance, ou les interminables semaines durant lesquelles nous nous heurtions quotidiennement à l'absence, à l'exil ou à la mort. C'est vrai. Mais il y a autre chose. Sur les longues portées sans couleur de cette voix flotte une nostalgie infiniment lointaine, une lumière nocturne d'au-delà, qui impose le sentiment d'une présence insaisissable et toute proche, la présence d'un pays intérieur, dont la beauté ne se révèle que dans la mesure même où l'on sait qu'on l'a perdu. Les chemins de l'orphelinat. Les chants de Jean et de Fatma sont avant tout les cris du déracinement du sol natal. Même promus citoyens français, même convertis au christianisme, les Amrouches restent des intrus, et ils doivent s'expatrier, comme tant d'autres Algériens. La patrie asservie doit rejeter ses propres fils au fil de la race des maîtres, au profit de la race des maîtres. Ce n'est pas tout. À l'étouffement de tout un peuple, à sa détresse et à sa honte, s'ajoute la tragédie de tous et de chacun. Ce n'est plus un pays, c'est un orphelinat. Fatma n'a pas de père. Sa mère l'a protégée tant qu'elle a pu contre la famille,
contre le village, qui la considère comme un être maudit. Enfin, la mère se décide, la mort dans l'âme, à la première séparation. Un mercredi, jour de marché, ma mère me chargea sur son dos et m'emmena aux Ouadias. Je me souviens très bien de cette époque, ou plutôt très peu. Des images, rien que des images. D'abord, celle d'une grande femme, habillée de blanc, avec des perles noires, à côté du chapelet. Un autre objet, en corde nouée, sans doute un fouet. Mais je vois surtout une image affreuse, celle d'une toute petite fille debout contre le mur d'un couloir. L'enfant est couverte de fange, vêtue d'une robe en toile de sac. Une petite gamelle pleine d'excréments est pendue à son cou. Elle pleure. Un prêtre s'avance vers elle. La sœur qui l'accompagne lui explique que la petite fille est une méchante, qu'elle a jeté les dés à coudre de ses compagnes dans la fosse d'aisance, qu'on l'a obligée à y entrer pour les y chercher. C'est le contenu de la fosse qui couvre son corps et remplit la gamelle. En plus de cette punition, la petite fille fut fouettée jusqu'au sang. Quand ma mère vint le mercredi suivant, elle trouva encore les traces des coups sur tout mon corps. Elle passa ses mains sur toutes les meurtrissures, puis elle fit appeler la sœur et lui montra les traces des coups, en lui disant « C'est pour ça que je vous l'ai confié. Rendez-moi ma fille. » À l'automne, le caïd fit venir ma mère et lui dit « Ta fille Fadma te gêne, mène-la à Fort National, où l'on vient d'ouvrir une école pour les filles. Elle sera heureuse et bien traitée, et l'administrateur te protégera. Tu n'auras plus rien à craindre des frères de ton premier mari. » Ma mère résista longtemps. L'expérience des sœurs blanches l'a laissée sceptique. Mais son jeune mari et les habitants du village, qui voyaient toujours en moi l'enfant de la faute, la regardèrent d'un mauvais œil. C'est en octobre ou en novembre 1886 qu'elle consentit à se séparer de moi. Elle me prit à nouveau sur son dos et nous partîmes. La muse matriarcale. Juché sur mon mulet, une malle devant moi, je remplissais mes yeux de toute cette nature que je ne devais revoir que bien longtemps après, et pour très peu de temps, car depuis 1898, je n'ai revu mon village que 3 fois, très espacé, et jamais par la route que je venais de parcourir.